Déjà, merci et bienvenue à tous dans ce webinaire où nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Modou Guèye-Seck qui aura la possibilité de se présenter beaucoup plus amplement un peu plus tard. Donc, moi, c'est Ndeye Chakassé, Madame Lawson. Je suis la présidente et fondatrice de l'association Dunia Éthique, qui est une association en fait de promotion du développement durable. Donc, elle a été créée en France, elle existe maintenant depuis 2018. Et l'objectif de l'association, c'est de pouvoir en fait apporter des réponses à ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Alors, ça va être des questions qui vont toucher à l'éducation à l'environnement, par exemple, en mettant en place des actions concrètes sur le terrain. Ça va être des actions liées à l'insertion et à l'emploi, parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a énormément de difficultés, notamment dans les pays africains, auprès des jeunes, de pouvoir s'insérer. Donc, de ce côté, il y aura des choses qui vont être faites à partir de la rentrée. Donc, ça va être également des questions qui sont liées à l'économie sociale et solidaire, au sport inclusif. Et c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Monsieur Modou Guèye-Seck. Donc, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, Dunia Éthique. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, nous sommes partout. Donc, depuis quelque temps, nous commençons également à recruter des personnes qui viennent d'Afrique, du Sénégal, un peu partout, parce que nous avons des membres en France, mais également nous cherchons à nous déployer un peu partout à travers le monde, notamment dans le continent africain où il y a encore énormément de choses à faire. Donc voilà, nous allons pouvoir aujourd'hui parler de sport inclusif. Et pour cela, je vais laisser la parole à Monsieur Modou Guèye-Seck. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le coordinateur national du programme Sport for Life. C'est un acteur vraiment engagé dans le secteur du sport, notamment du sport et développement durable. Donc, Monsieur Modou Guèye-Seck, je te tutoie, à toi la parole. Bonjour Aïcha, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je félicite déjà Dunia Éthique pour le travail qui est en train d'être fait, que ce soit en France ou au Sénégal. J'en sais quelque chose pour vous en train d'être fait et je pense que le recrutement qui est en cours donne déjà une certaine idée du développement du projet au Sénégal et en Afrique de manière générale. Je pense que c'est des initiatives à encourager. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger avec l'ensemble des participants sur le thème du sport et du développement durable de manière générale. Voilà. Merci. Alors, à des moments, ça coupe. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Tu nous entends? Certainement. À mon niveau. À des moments, c'est... Allô? Oui. Ça bug de temps en temps. Exactement. Donc voilà, je ne sais pas si tu vas pouvoir revenir un peu pour les gens qui sont là, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Là, comme tu es un acteur engagé, il y a beaucoup de jeunes qui vont pouvoir s'inspirer de ce que tu as pu faire et de ton parcours. Donc, si tu peux revenir un peu sur ton parcours, en fait. Oui, merci Aïcha. Donc, moi, je suis un acteur du monde sportif professionnel de manière générale. Mais en dehors de ça, je suis un passionné de sport avant tout. Parce que depuis, je dis souvent que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du sport. Parce que je suis né, on va dire, dans le sport. Mon père était président d'ASC. Et quand je suis né, j'ai chopé un peu le virus. Donc, j'ai commencé déjà à taper sur le ballon à bas âge. J'ai commencé à jouer au football à l'âge de 16 ans, 18 ans. J'étais déjà dans les équipes Nawetan et autres. Donc, j'ai joué au football dans le Nawetan pendant plus de 10 ans. Et j'avais comme rêve en tant que gamin de devenir footballeur professionnel. Parce que voilà, j'étais plutôt doué. En tout cas, de ceux qui m'ont vu jouer savent que j'avais un peu de talent et je voulais être footballeur professionnel. Mais malheureusement, pour les études, à cause des études, je vais dire, à un moment donné, j'ai dû choisir entre footballeur et, en tout cas, étudiant. J'ai dû choisir les études parce que les parents voulaient forcément que j'aie un certain niveau. Donc, j'ai dû faire un choix parce que je n'avais pas la possibilité d'être à la fois footballeur et étudiant. C'était compliqué, il n'y avait pas trop de centres de formation au Sénégal, donc il n'y avait pas la possibilité de faire sport et études. C'est aujourd'hui que ça commence à devenir un peu une norme.
Mais à l'époque, je n'avais pas ça. Donc, donc, depuis 2014, je suis dans le milieu professionnel et j'essaie de combiner à la fois le travail et l'engagement, on va dire, bénévole dans le cadre du sport et du développement. D'accord. Donc finalement, c'est vraiment une affaire de famille. C'est quelque chose que vous avez, enfin, c'est une fibre en fait que vous avez eue grâce à votre papa, à ton papa, quelque part, c'est ça. Mais que vous n'aviez pas, que tu n'as pas pu du coup mettre en place parce que on te poussait plus vers les études que vers le football. On peut dire ça, mais malgré le fait que, en fait, avec le papa, effectivement, j'ai chopé ce virus-là, mais il m'a quand même jamais empêché de pratiquer mon métier. Au contraire, quand je jouais, il venait me voir au stade. Il venait souvent m'accompagner, me regarder jouer. Il m'a toujours encouragé à faire de ma passion, en tout cas à la pratiquer. Mais quelque part aussi, personnellement, moi aussi, je voulais faire des études poussées. Je voulais avoir un bac plus 5 minimum. J'avais des ambitions pour mon pays et tout ça. Donc, il fallait pour moi étudier. Quelque part, l'idéal aurait été pour moi d'étudier et de faire le sport en même temps. Comme je ne pouvais pas le faire, j'ai choisi les études. Mais ce n'est pas forcément on va dire une obligation familiale qui m'a poussé vers les études et non le sport. D'autant plus que, comme je l'ai dit, je n'ai jamais quitté le milieu du sport depuis lors, que ce soit en tant qu'acteur, athlète ou en tant que dirigeant. Je suis toujours dans le milieu, donc voilà. D'accord, d'accord. Et donc, en fait, tu as un parcours classique d'un étudiant sénégalais. Tu es parti à l'université, tu as fait des études et en parallèle, tu faisais tu pratiquais le sport, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je suis comme tout bon Sénégalais, en tout cas un jeune Sénégalais qui, de mon âge, je pense que nous avons tous tapé sur le ballon, que ce soit dans les matchs de quartier ou dans le Navetan ou dans le milieu professionnel depuis 10 ans maintenant. Beaucoup ont eu ce cursus-là. Moi, la chance que j'ai eue, c'est à un moment donné de mon cursus, en tout cas dans le milieu professionnel, j'ai eu à rencontrer des gens qui étaient à un niveau supérieur, en tout cas au niveau international, qui ont su me faire confiance et me confier des responsabilités, ce qui a fait que j'ai eu en tout cas, à développer des compétences à leur côté, à m'améliorer, à me bonifier pour pouvoir aujourd'hui prétendre occuper certaines responsabilités, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre public, avec le projet dont on parle là, notamment le Sport for Life Sénégal. D'accord. Et justement, par rapport à ça, en fait, je pense que c'est intéressant de voir à partir de quand t'es venue cette idée, en fait, de se lancer dans le sport inclusif, en fait. À partir d'où vient cette idée de se lancer dans ce secteur du sport? Alors, comme je dis, c'est quelque chose qui est dans mes veines de le sport. J'aime le sport, particulièrement le football. Donc, depuis le bas âge, moi, j'essaie de voir comment est-ce que cette passion-là peut servir la communauté, peut me servir moi, mais aussi peut servir la communauté. Parce que l'engagement pour la communauté est quelque chose qui est très fort en moi, au-delà du sport. Donc, j'essaie de voir comment est-ce que je peux utiliser ma passion pour être utile aux autres. C'est comme ça que j'ai intégré beaucoup de structures sportives dans le cadre du bénévolat. Parce qu'au-delà je travaille certes, j'ai fait de ma passion mon métier, parce que comme j'ai dit, je suis professionnel dans le milieu du sport, mais à côté, j'ai décidé qu'il fallait, au-delà de ce que le sport me donne moi, essayer de donner aussi à la communauté quelque chose qui peut être partagé avec plus de monde. C'est faire en sorte que le sport soit utile pour la santé, que le sport puisse être utile pour l'éducation, que le sport puisse être utile pour le changement climatique et autres. Donc, ce sont ces questions-là qui me parlent au quotidien, qui m'ont poussé en fait à essayer d'allier mon vecteur de développement. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est parce que c'est intéressant ce que tu es en train de dire. En fait, finalement, tu as essayé d'utiliser le levier sport pour qu'il puisse être utile à d'autres problématiques sociales et sociétales, à savoir l'éducation, la santé, autre chose. Donc, en fait, finalement, on peut avoir une définition peut-être de toi du sport inclusif au final. Je ne sais pas comment toi, tu définirais ce sport inclusif, en fait. Oui, j'aurais même préféré le mot durable à inclusif parce que pour moi, le mot durable est plus large, effectivement, que le mot inclusif. Inclusif, oui, effectivement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que le maximum de gens puissent s'identifier, puissent pratiquer le sport. Je pense notamment aux personnes qui vivent avec un handicap
Aujourd'hui, notre ambition aussi, c'est de faire en sorte que le maximum de gens, que ce soit des gens qu'on voit comme des en tout cas, déficients mentaux ou physiques, puissent pratiquer le sport de leur choix. Mais également, au-delà de cette inclusion-là, il est important pour nous que nous puissions nous positionner comme des acteurs de développement, que le sport puisse être un levier de développement, un vecteur de développement, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit. Et ça, pour moi, ça dépasse le cadre de l'inclusivité, l'inclusion, mais ça va dans le cadre de la durabilité. Donc, comme on l'a dit, je pense qu'aujourd'hui, on parlera plus tard dans leurs ODD parce qu'il y a énormément de secteurs dans lesquels le sport peut contribuer à apporter, en tout cas, à atteindre ces objectifs-là. D'accord. Et en fait, ces actions concrètes que tu essaies de développer à travers, en s'appuyant sur le sport, c'est des actions que tu as mises en place à travers comment on l'appelle, ton poste de coordinateur national au sein du programme Sport for Life, ou c'est quelque chose que tu as essayé de mettre volontairement en dehors d'un cadre institutionnel déjà depuis que tu t'es engagé dans cette voie. Comment cela s'est-il fait en fait? Alors, je sais déjà, il y a ce qu'on appelle l'agenda 2020 du Comité international olympique. Moi, je suis très curieux par rapport à tout ce qui touche sport et développement. Donc, j'essaie de voir un peu ce qui se fait au niveau national comme international. J'essaie de voir comment je peux l'adapter, en tout cas, à ma communauté. Donc, que ce soit des projets personnels. Je peux citer par exemple le projet Human and Winner que j'ai mis en place avec des amis, où l'idée c'est de faire en sorte que les jeunes puissent, les athlètes, en tout cas ceux qui ont été à des champions, puissent derrière monter des projets qui répondent aux besoins de leur communauté. Parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, pour un Sadio Mané, de construire un lycée et basta. Pour moi, aujourd'hui, quelqu'un comme lui, à Bambali, peut mettre en place des projets qui soient utiles à la communauté de Bambali et dans la durée. Donc, qui puissent, par exemple, je ne sais pas moi, des champs qu'ils puissent exploiter, des terres qu'ils puissent exploiter, puisque pour la plupart, ce sont des agriculteurs. Ce sont des projets de ce genre-là que nous essayons, en tout cas, d'impulser sur le terrain de manière pratique. Mais en dehors de ça, nous essayons à travers les différentes initiatives dans lesquelles nous sommes impliqués, que ce soit au niveau professionnel, dans les clubs où nous avons évolué, d'initier avec en tout cas des projets qui vont dans le sens de l'éducation, qui vont dans le sens d'aider des jeunes à trouver des emplois décents, dans le cadre de promouvoir l'environnement avec des produits et des services qui répondent aux normes de ce que tu as appelé tantôt l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont de petites choses que nous essayons de faire à notre niveau de responsabilité qui permettent en fait de nous voir au quotidien, aux côtés des gens qui font bouger les lignes, on va dire. D'accord. Et est-ce que, par exemple, le programme Sport for Life, est-ce qu'il est en partenariat avec des institutions ou des associations à un niveau national ou international pour essayer davantage d'impulser cette dynamique en fait de développement durable? Comment ça se matérialise concrètement avec ce programme? Alors, oui, le programme Sport for Life, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme lancé par l'ONG Sport Impact. C'est une ONG internationale avec lesquelles on discute depuis plus d'un an maintenant. Et c'est aux Jeux africains de plage au Cap-Vert, où j'ai été en tant que chef de délégation de l'équipe nationale sénégalaise de Tekball, qu'on a eu à rencontrer le responsable Afrique de cette ONG-là. Donc, on a discuté avec eux et on a finalisé avec eux un protocole d'accord qui donne à l'association Guédiawaye Jemaga, dont je suis membre, la possibilité de représenter en tout cas cette ONG-là au Sénégal et développer le programme. Donc, le programme en tant que tel, il consiste à faire en sorte que les jeunes du Sénégal puissent bénéficier de formations dans le cadre du sport, de l'organisation d'événements sportifs et puissent répliquer cette formation-là à leur niveau. Si par exemple, nous, à Dakar, on choisit un certain nombre de jeunes à qui on transmet un certain nombre de compétences, de connaissances et de skills, dans le cadre de l'organisation d'événements sportifs, dans le cadre de formation de formateurs, dans les différents métiers liés au sport de manière générale, ils doivent après pouvoir transmettre ce savoir-là à d'autres jeunes de leur localité pour que la chaîne ne soit pas rompue. Donc, c'est un peu l'idée principale du programme Sport for Life. Aujourd'hui, avec, en tout cas, l'ambition, c'est de travailler avec le CNOS, le Comité national olympique sénégalais,
sportifs sénégalais, et d'autres partenaires avec lesquels on est en train de discuter, notamment l'AFD, l'Agence française de développement, le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, et d'autres partenaires qui sont à nos côtés pour pouvoir lancer le programme très prochainement au Sénégal et pouvoir le répliquer dans d'autres régions comme Ziguinchor, Saint-Louis, Kaffrine et Thiès. Je pense que ce sont les 5 premières régions qui vont bénéficier du programme. C'est très intéressant tout ça. Et par rapport à ça, pour les jeunes qui ont envie de rejoindre cette voie du sport durable, on va dire ça comme ça, quels sont les enjeux qui existent dans ce secteur et quels seraient les conseils que tu pourrais leur prodiguer pour qu'ils puissent se faire leur place en fait dans ce secteur qui est nouveau et naissant? Alors, comme j'ai dit tantôt, vous savez, au niveau international, aujourd'hui, il y a la notion de durabilité est très, très importante. Elle est très en vogue d'ailleurs. Si vous regardez partout dans différents domaines, les gens essaient de faire en sorte que des choses puissent être faites, mais que ça ne soit pas forcément nuisible à l'homme et qu'il puisse être inclusif et durable. Si aujourd'hui l'économie sociale et solidaire est en train de faire des percées intéressantes, c'est justement à cause de cet état d'esprit-là qui est en train de faire des émulations un peu partout en Afrique, à travers le monde. Donc l'Afrique, le Sénégal en particulier, ne doit pas être en reste. J'ai tantôt parlé de l'agenda 2020 du CIO. Les principaux axes de cet agenda-là rejoignent en fait les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que les gens comprennent les différents enjeux, que ce soit des enjeux de justice sociale, d'équité, en tout cas d'égalité économique, de changement climatique. Ce sont des choses qui sont tellement importantes aujourd'hui, qui sont au cœur de toutes les discussions, que ce soit nationales ou internationales, et qui doivent être connues des jeunes, surtout ceux qui sont dans le milieu du sport, qui pensent que le sport est aujourd'hui un simple divertissement, alors qu'il y a énormément d'enjeux autour du sport qui sont développés au niveau international. Donc, nous essayons de partager ces informations-là avec eux, de pouvoir les orienter dans des projets qui cadrent avec ces objectifs-là, avec ces thèmes-là, et de pouvoir donc ouvrir des opportunités pour eux dans ces différentes missions et différents objectifs. D'accord. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, au Sénégal, il y a quand même des opportunités pour les jeunes s'ils souhaitent, par exemple, s'orienter dans ce secteur du sport inclusif. Il y a des choses à faire, finalement. Il y a énormément de choses à faire parce que quand on parle, par exemple, d'infrastructures, aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique de manière générale, on sait qu'il y a énormément de problèmes d'infrastructures sportives. Il y en a peu et celles qui existent sont déjà pas forcément aux normes souhaitées parce que généralement, on veut que les infrastructures puissent être soit modifiées après les Jeux, ou si on parle par exemple des Jeux olympiques, qu'ils puissent être utilisés à d'autres fins pour que ça ne soit pas des infrastructures qui coûtent cher et qui ne sont pas exploitées à bon escient. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles déjà l'Afrique, le Sénégal est en retard. Il y a les questions, comme j'ai dit, de justice sociale qui permettent en fait de faire en sorte que le sport ne soit pas juste réservé à une élite, une poignée de personnes qui gagnent de l'argent. Et même à ce niveau-là, il y a encore des choses à faire avec le sport professionnel au Sénégal. Mais déjà, il faut élargir l'assiette de personnes qui puissent bénéficier de ces opportunités-là. Et nous, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que le sport, qui n'est pas forcément le sport professionnel, puisse être aussi un outil de développement pour les jeunes qui ont envie de faire du sport, en tout cas d'être dans le sport sans pourtant être des athlètes. Parce qu'on peut être dirigeant, on peut être un organisateur d'événements, on peut être un journaliste sportif, on peut être. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui dans le cadre du sport qui peuvent être saisies par ces jeunes-là, qui ne sont pas forcément des footballeurs, et parce que le football, pour être professionnel, il y a une poignée de personnes qui vont finalement atteindre le sommet, et ça, il faut qu'ils comprennent cela. Sans parler bien sûr des ONG qui sont de plus en plus présentes en Afrique et au Sénégal particulièrement, et qui ont besoin de compétences pour les aider à dérouler le programme de développement à travers le sport.
C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en tout cas par rapport à mon expérience personnelle du sport au Sénégal, quand il y a par exemple des événements assez importants, des événements sportifs au Sénégal, on remarque que soit avant ou après, il y a énormément d'insalubrité dans le secteur. Donc, je ne sais pas par rapport par rapport à ça, est-ce qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées dans ce sens pour permettre de gérer de façon beaucoup plus optimale l'environnement et la gestion des déchets également? Comment ça se concrétise tout ça par rapport au sport durable en fait, au Sénégal? Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Aïcha. Il y a des exemples, on va dire, ponctuels. On peut citer par exemple le Casa Sport, qui dans le cadre du football, a ses supporters qui ramassent généralement les déchets quand ils finissent de supporter leur équipe lors d'un match. Mais ça, pour moi, c'est minime par rapport à tout ce qu'on peut faire. Comme je dis aujourd'hui, de la planification à l'exécution, en passant jusqu'au suivi, il y a énormément de choses qu'il faut faire pour protéger l'environnement. Déjà, j'ai parlé de produits qui répondent aux normes de l'économie sociale solidaire. Donc, ça veut dire que le produit n'est plus un produit qu'on consomme et qu'on jette après, mais qui doit être conçu comme une ressource durable, qui peut être réutilisée quelque part ailleurs. Donc, cette mentalité-là doit être inculquée aux organisateurs d'événements, que ce soit des événements nationaux ou des événements d'envergure internationale. Il y a un travail qui doit être fait et qui n'est pas encore fait. Aujourd'hui, il y a une loi au Sénégal, une loi sur le plastique. Mais si vous voyez, si vous venez au Sénégal, je sais que tu viens souvent au Sénégal, c'est qu'il y a comme plastique dans nos rues, partout où tu vas, c'est énorme. On ne peut pas dire que cette loi-là, elle est respectée. Donc, il y a un problème de sensibilisation, de changement de mentalité sur lequel il faut qu'on travaille. Et nous, à travers notre association, Guéjoa Jamanga notamment, nous essayons justement de travailler à la base pour que les enfants qui sont avec nous, en tout cas les jeunes qui sont avec nous, puissent être sensibilisés à cet esprit-là, de faire en sorte que ce que nous organisons en termes d'événements répondent à cet esprit-là d'économie sociale solidaire, de pouvoir générer le minimum d'impact environnement, on va dire d'externalités négatives, pour parler comme un environnementaliste, mais de favoriser en fait, en tout cas, un sport qui permette de gérer, de prendre en charge les questions environnementales, sociales et économiques en même temps. Exactement. Et est-ce que par rapport à cette impulsion que vous avez d'avoir quand même un impact positif, enfin, que vos actions que vous menez, vos actions sportives, aient un impact quand même positif sur l'environnement, est-ce que vous êtes soutenu et encouragé par les acteurs locaux, que ce soit les institutions publiques ou autres? Est-ce qu'il y a un soutien de leur part? Alors, c'est extrêmement compliqué souvent, parce qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple du programme Sport for Life Sénégal, nous devons normalement travailler avec le Comité national olympique sportif sénégalais. C'est vrai qu'il y avait les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022, qui étaient un événement majeur, qui ont été reportés d'ailleurs, qui font que voilà, c'était compliqué d'avoir des réunions, en tout cas périodiques, avec les membres du comité, parce qu'ils étaient occupés par l'organisation, la préparation en tout cas. Mais il est important, on ne peut pas aller sans ces autorités-là. Il y a le ministère des Sports. Moi, personnellement, j'ai rencontré il y a à peine une semaine le directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports, qui effectivement nous accompagne dans certains projets. Il y a, comme j'ai cité tantôt, des ONG. Il y a l'AFD, par exemple, qui nous accompagne sur le projet Sport for Life. Il y a le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, qui est aussi un partenaire sur lequel on peut s'appuyer. Il y en a effectivement quelques-unes, en tout cas des structures qui nous accompagnent dans le cadre de ces projets-là. Mais c'est des projets qui ont besoin tellement de ressources humaines et de financières extrêmement importantes que 2 ou 3 partenaires ne peuvent pas permettre de faire ce que vous devez faire, surtout si vous devez le faire à l'échelle nationale. Parce qu'il y a énormément de déplacements à faire, il y a énormément de logistique à gérer, il y a énormément de jeunes à former, il y a énormément de choses qu'il faut qu'on mette en place si on veut vraiment que ces objectifs de développement-là puissent être réglés à travers le sport, qui est un vecteur essentiel de développement parce qu'il fédère non seulement les populations, mais également il permet de mobiliser la jeunesse. Et aujourd'hui, on sait que c'est difficile de mobiliser la jeunesse sur des questions économiques et sociales et autres. Donc, si vous avez un vecteur de développement comme le sport, vous devez en profiter pour régler certains problèmes économiques, environnementaux et sociaux.
Et donc, par rapport à ça, vous avez souligné un aspect important qui concerne en fait la mobilisation de la jeunesse. C'est assez important parce que je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le Sénégal ou l'Afrique, on est confronté plus à des problèmes économiques, d'emploi et d'insertion. Donc, sur des secteurs qui ne sont pas forcément sur le moment lucratifs, comment les jeunes se positionnent? Est-ce qu'ils sont volontairement engagés avec vous pour vous accompagner sur cette question? Et comment vous faites en fait pour pouvoir les attirer finalement? Ouais, effectivement, c'est extrêmement compliqué de les mobiliser parce que il y a déjà des questions prioritaires dans un pays comme le nôtre où tout est à faire. Si vous avez les problèmes qu'on a au niveau de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et autres, vous me direz que ça, ce sont des priorités par rapport au sport. Et dans la mentalité de sécurité, effectivement, ils sont dans ces logiques-là. Ils disent que nous avons à construire tellement de choses que le sport est relégué au second plan. Dans le budget du Sénégal, vous avez 0,5% qui est consacré au sport. Ça ne peut rien faire avec ça. Vous n'avez pas d'ambition avec ça. Donc, c'est compliqué effectivement de mobiliser les jeunes et de leur promettre des choses qui ne sont pas forcément faisables. Sur le plan financier, je veux bien dire. Mais il y a, comme je dis, quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils sont passionnés en fait. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeune au Sénégal, s'il n'est pas passionné de sport, il est passionné de basket ou autre. Il y a forcément une discipline sportive qui le passionne. Donc, nous devons passer par cette passion-là pour le sport, pour leur montrer qu'ils peuvent, à travers le bénévolat, aussi se faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, malgré les opportunités que j'ai dans le cadre professionnel, je continue de faire du bénévolat et ça m'apporte énormément de choses dans le cadre de ma formation, dans le cadre de mon développement personnel, dans le cadre aussi d'opportunités de côtoyer des gens, d'apprendre à leur côté, de pouvoir développer un CV qui permettra demain de pouvoir postuler à certaines offres, que ce soit au niveau national ou international, parce qu'il y a beaucoup d'événements sportifs qui sont organisés et ces événements-là ont besoin de ressources humaines. Donc, les jeunes qui ont été dans le bénévolat, qui ont des compétences à ce niveau-là, pourront à terme postuler à ces offres-là et donc devenir faire de leur passion leur métier. C'est pourquoi c'est ce discours-là qu'on essaie de leur tenir en leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes certes peut-être des bénévoles, mais demain, ce bénévolat-là pourra vous ouvrir des portes que vous n'aurez jamais imaginées si vous n'étiez pas avec nous dans ces genres de projets-là. Exactement. Et tout à l'heure, tu as également en tout cas mentionné un aspect important, à savoir l'insertion professionnelle. Est-ce que quelque part, à travers les différentes organisations avec lesquelles tu travailles, il y a aujourd'hui un programme défini qui permet, au-delà du bénévolat, de permettre quand même aux jeunes de se rémunérer à minima? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe dans ce sens aujourd'hui? Effectivement, nous, dans le cadre du programme Sport for Life, il y a quand même un budget de plus de 30 000 dollars qui est recherché en fait. Généralement, ça vient de la solidarité olympique et des partenaires. Et ce budget-là, il prend en compte aussi des postes qui sont destinés aux jeunes qui sont dans le cadre. Parce qu'on parle de bénévolat, certes, mais pour faire du bénévolat, il faut un budget aussi. Il faut un budget. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce budget-là, il y aura des emplois qui seront créés, mais nous ne voulons pas en fait faire miroiter aux jeunes dès le début des sommes, en tout cas des rémunérations qui ne sont pas forcément dans les possibilités des organisations qui gèrent ces projets-là. L'idée pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'on vous donnera des compétences, on vous formera à la gestion d'événements sportifs et au management d'organisations sportives, on vous donnera des outils pour que vous puissiez non seulement être prêt à intégrer n'importe quelle structure sportive à travers le monde, à n'importe quel événement aussi, mais on vous donnera aussi de quoi gérer vos besoins personnels durant tout le temps qui sera utilisé, qu'on vous demandera de fournir dans le cadre du programme dans lequel vous serez sollicité. Donc, c'est du bénévolat, certes, mais du bénévolat avec un budget. Donc, la rémunération est là, elle n'est pas forcément fameuse comme c'est dans le cadre des institutions, en tout cas des structures privées qui vous embauchent et qui vous donnent un travail vraiment de professionnel et qui vous rémunèrent en conséquence. Mais il y aura effectivement des emplois qui seront créés dans le cadre des différents programmes que nous mettons en place. Et toujours par rapport à cet aspect d'insertion professionnelle et d'accompagnement,
il y a un enjeu qui est important, c'est-à-dire aujourd'hui les sportifs qui ont décroché et qui ne savent pas comment aujourd'hui gagner leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui permette à votre niveau, au niveau de différentes organisations dans lesquelles vous êtes engagés, de les accompagner, ces sportifs-là au Sénégal? Au Sénégal, pour l'instant, j'en connais pas. J'ai vu par contre qu'il y a dernièrement l'Institut Edge et le ministère des Sports ont organisé un webinaire animé d'ailleurs par le ministère des Sports, le ministre des Sports lui-même, où on parle de ça en fait, de la nécessité d'aider les athlètes à se prendre en charge très tôt, à ne pas attendre de la retraite pour penser à leur avenir. Parce qu'on sait que la carrière d'un sportif est relativement très courte. Vous avez à 30 ans, à 34 ans, vous devenez déjà un vieux, et à 34 ans, vous avez encore la vie devant vous. Donc, si vous êtes retraité et que vous n'avez pas planifié la vie d'après, souvent vous êtes ruiné et voilà, il n'y a pas forcément moyen de revenir en arrière parce que vous ne savez faire que le football, en tout cas le sport. Donc, c'est important que les gens les accompagnent. Nous, en tout cas, dans le cadre du projet Human and Winner, c'est un des objectifs de notre programme. C'est de faire en sorte aussi que les athlètes qui sont des gagnants, en tout cas des winners, puissent aussi, quelque part, avoir en tout cas une carrière au-delà du sport. Donc, être des humains qui ont leur place dans la société, en dehors du sportif qu'ils ont été quand ils étaient des athlètes en exercice. Donc, nous avons ce programme-là qui va être déroulé, mais en Afrique de manière générale, les initiatives sont timides. Je vois qu'au Mali, il y a Amsatou Maïga, l'ancienne basketteuse, qui est en train de faire un excellent travail là-bas. Le Rwanda aussi est en train de faire des choses à ce niveau-là avec son président du comité olympique. Il y a de petites initiatives qui sont encore timides, qui sont en train d'être faites, mais je pense que c'est important que les athlètes eux-mêmes prennent conscience de ce volet-là et puissent se préparer en conséquence en s'accompagnant, en étant accompagnés par des experts qui puissent leur montrer la voie. Et est-ce que par rapport aux jeunes en fait pratiquants, les jeunes qui viennent, on sait qu'au Sénégal et même en Afrique, un jeune sur deux veut devenir sportif, veut devenir un professionnel. Est-ce que par rapport à ça, il y a aussi des actions qui sont mises en place à travers les différentes organisations pour pouvoir les accompagner dans ce cheminement à travers des écoles, des clubs, mais vraiment mettre en place un programme qui leur permet de pouvoir entrer dans ce monde de façon beaucoup plus facile, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il existe des choses dans ce sens? Il y a les centres de formation qui sont en train de naître au Sénégal. Il y a déjà, moi je suis dans un centre de formation que beaucoup connaissent. Il y en a 4 ou 5 au Sénégal qui font d'excellents travaux à ce niveau-là. Je ne veux pas citer, mais effectivement, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais c'est trop timide par rapport au potentiel qu'il y a au Sénégal de manière générale. Vous ne pouvez pas avoir une population à 65% ou même 70% composée de jeunes qui ont moins de 30 ans et avoir 5 centres de formation ou même moins que ça au Sénégal. Ces 5 centres-là ne peuvent pas prendre plus de 100 gamins. Ils ne peuvent pas. C'est pour eux, s'ils veulent faire encore un travail de qualité. Donc, c'est minime par rapport au potentiel qui est là et à la demande. Il est important que l'État, déjà à son niveau, puisse prendre en compte l'IASU qui était quelque chose d'intéressant, en train de mourir. Bon, on en reparle, mais il faut que l'État puisse donner plus d'importance à ce volet-là. Permettre aux jeunes de pouvoir intégrer des structures sportives, publiques ou privées à bas âge, les encadrer, qu'ils puissent étudier et faire le sport en même temps. Parce que sinon, soit ils vont décrocher au niveau de l'école et se concentrer sur le sport, alors qu'à un moment donné, ils ne pourront pas devenir des professionnels. Parce qu'il y a une minorité, comme j'ai dit, qui va arriver au bout. Il faut que l'État trouve les moyens et accompagne aussi les privés qui veulent investir là-dedans pour qu'ils puissent créer des centres de formation, mais aussi des structures qui permettent d'encadrer les jeunes dans un cadre adéquat. Il y a aujourd'hui la Basket League africaine qui est à Dakar, à Sali, qui a ouvert une académie ici. C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on multiplie partout au Sénégal et en Afrique pour pouvoir encore encadrer nos jeunes.
Et du coup, par rapport à ça, on sait que le sport, il est pluriel, hein, donc il y a plusieurs pratiques sportives. Et à ce propos, toi, en tant que vice-président de la Fédération sénégalaise de Techball, est-ce que tu essaies de réfléchir en fait dans le long terme, c'est-à-dire comment tu peux intégrer le développement durable, la dimension de durabilité, etc., dans ce sport-là qui, je pense, est quand même émergent au Sénégal? Ouais, au-delà du Sénégal même, on l'appelle le sport du futur. Avec mes collègues, j'ai vu un de mes collègues qui est parmi les intervenants, en tout cas les participants. Je dis souvent, le futur, c'est maintenant. Donc, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous préparons l'avenir. La preuve, aujourd'hui, les enfants avec lesquels nous travaillons dans le cadre du Table, vous voyez des enfants qui ont 11 ans, 12 ans. Ces enfants sont préparés notamment pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 qui sont reportés en 2026. C'est dire que nous préparons des choses qui sont prévues dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Nous préparons ça aujourd'hui même. Donc, cette vision à long terme, c'est dans notre démarche quotidienne. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en nous disant que ça ne doit pas être des choses qui sont faites juste de manière ponctuelle, en tout cas pour répondre à des besoins ponctuels, mais à des besoins structurants. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré le fait que nous sommes encore une association, donc Association sénégalaise de Table, nous voyons déjà comme une fédération. Nous voyons déjà comme une fédération. Nous faisons tout ce qu'une fédération fait. Nous mettons dans la peau d'une fédération et nous travaillons comme une fédération pour permettre à tous nos clubs affiliés, tous nos joueurs, tous nos, en tout cas, pratiquants, acteurs, que ce soit des coachs, les futurs arbitres, tout le monde puisse avoir les outils qui leur permettent de se développer et de se frayer leur chemin dans le cadre de ce sport-là, qui, comme vous l'avez dit, effectivement, est en train d'être connu au Sénégal. Les médias commencent à s'intéresser là-dessus. Font des reportages qui montrent un peu l'évolution de la discipline au Sénégal. Et ça, c'est à l'image de ce qui se fait au niveau international, en fait. Et toujours par rapport à ce sport qui est le Techball, est-ce que tu as commencé un peu à réfléchir à comment répondre à une des priorités du développement durable, par exemple comme la question du genre? Parce qu'on voit énormément, en tout cas si on prend l'exemple de la lutte sénégalaise par exemple, on sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je ne sais même pas s'il y a des femmes qui sont en train de lutter au Sénégal. Pourtant, quand même, ça fait partie de notre tradition, de notre culture. Donc, est-ce que par rapport à ce sport qui est le Techball, il y a cette question du genre qui est traitée? Et comment ça se concrétise en fait? Effectivement, c'est extrêmement important pour nous que à la dernière Coupe du Monde à laquelle nous devions participer, nous avions tenu à amener une fille avec nous. Nous avions sélectionné une fille qui était dans l'équipe nationale du Sénégal, qui devait voyager à l'époque, mais finalement qui n'avait pas été retenue. On l'a recrutée, on l'a formée. Mais malheureusement, pour des questions administratives, de visa et autres, on n'a pas pu finalement participer à la Coupe du Monde. C'est dire que nous sommes depuis le début dans une logique d'intégrer la question de genre, de sexe en tout cas, dans le développement de la discipline au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre un conteneur de tables de plus d'une centaine de tables qui arrivent de Lausanne. Et l'idée pour nous, c'est de distribuer ces tables-là, d'offrir ces tables à des clubs, dont des clubs qui sont dans le championnat féminin. Donc, tous les clubs qui sont évolués dans le championnat féminin auront une table de Table pour pouvoir s'entraîner, pratiquer la discipline, pour leur permettre d'être prêtes, elles aussi, à participer aux compétitions nationales et internationales que nous allons organiser à travers le Sénégal et participer à travers le monde. Et cette fédération sénégalaise de Techball, elle est soutenue aussi au niveau local et international par des organisations connues ou ça se passe comment en fait? Ouais, pour l'instant, nous ne sommes pas officiellement une fédération. Il y a un processus en fait. Il y a d'abord l'association sénégalaise de Techball qui existe, qui est officiellement reconnue. Donc, vous êtes association et vous avez des clubs qui sont affiliés. Donc, les clubs s'affilient à travers l'association et vous menez des activités. À un moment donné, le ministre va signer un arrêté pour dire qu'il y a officiellement un comité national de promotion qui est mis en place et qui est composé de telle et telle personne. Donc, c'est ce comité national-là maintenant qui va après se réunir en assemblée générale avec les différents clubs qui sont affiliés à l'association sénégalaise de Techball pour élire, en tout cas pour se constituer en fédération, élire leur président et tous les membres du bureau.
Donc, c'est ça le processus en fait de mise en place de la fédération. Donc, nous avons enclenché le processus depuis plus d'1 an maintenant. On pense que d'ici, en tout cas, courant 2021, la fédération sera officiellement en place avec une assemblée générale qui permettra d'élire l'ensemble des acteurs et des membres du bureau. Et aujourd'hui, on compte combien de membres dans cette association qui va devenir fédération bientôt? Il y a une trentaine de clubs qui sont affiliés, répartis dans 8 régions du Sénégal. Donc, chaque jour, on reçoit presque une demande d'affiliation. Le bureau provisoire, qui est composé d'une vingtaine de personnes, se réunit quotidiennement. Vous avez tantôt posé une question importante, j'ai oublié de répondre, c'est par rapport à l'appui des autorités. Nous sommes en contact permanent avec les autorités locales comme internationales. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons reçu un courrier de la Fédération internationale qui nous disait qu'elle est disposée à nous envoyer d'autres tables à offrir à d'autres structures de notre choix. Donc, c'est dire que nous sommes vraiment accompagnés dans le cadre de la promotion. Et comme j'ai dit, nous avons également rencontré les autorités du ministère des Sports, notamment le DAPS, qui suit avec intérêt le développement de la discipline au Sénégal. Et qui donc, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire que l'engouement, en tout cas l'intérêt que suscite la discipline au Sénégal est grandissant. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, on atteindra peut-être même plus de 100 clubs affiliés et on sera présent dans les 15 régions du Sénégal. Et donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à mettre en place une telle association finalement? Alors, comme j'ai dit, le sport, c'est ma vie. C'est toujours la passion qui guide mes choix dans ce domaine-là. La passion du sport. Je ne respire que de ça. Je gagne ma vie à travers le sport et j'essaie aussi de servir à travers le sport. Donc, quand la Fédération internationale nous a sollicité en 2019 pour mettre en place une fédération au Sénégal, nous n'avons pas hésité. Au début, c'est eux qui hésitaient en fait. Ils se demandaient est-ce que nous avons les capacités de mettre en place ce truc-là. Et ils nous ont dit on vous donne 3 mois pour faire vos preuves. On a signé donc un mandat de 3 mois. Et durant les 3 mois, on a fait énormément de choses que voilà, tout de suite après, avant même la fin du mandat, ils ont renouvelé, ils nous ont envoyé le contrat pour vraiment continuer le travail et nous encourager à. Ils nous ont invités aux Jeux africains de plage au Cap-Vert. Ils nous ont invités à la Coupe du Monde qui devait se tenir en Hongrie en 2019, décembre 2019. Et toutes les compétitions qu'ils organisent, le Sénégal reçoit une invitation. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons gagné le respect de cette institution-là. Et ça, c'est un travail d'équipe. Hein. Ce n'est pas un travail de Modou Gueye-Seck, c'est un travail de toute une équipe qui est aujourd'hui à mes côtés. Je ne dis pas même derrière moi, mais qui est à mes côtés, avec le président JBC, avec l'ensemble du comité directeur aujourd'hui provisoire, qui travaille d'arrache-pied pour non seulement faire en sorte que tout le Sénégal s'identifie à travers ces disciplines-là, mais aussi que les institutions nationales et internationales puissent nous donner la reconnaissance qu'on mérite pour pouvoir développer la discipline au Sénégal. Ouais. Et par rapport à ça, toi et ton équipe, comment est-ce que vous projetez par rapport notamment à la formation des jeunes qui vont peut-être avoir petit à petit une petite passion, une grande participation, pourquoi pas, pour ce sport? Comment est-ce que vous vous envisagez par rapport à la formation de ces jeunes? Alors, il y a déjà la pratique. C'est vrai qu'avec le techball, c'est compliqué de jouer si vous n'avez pas de table. Et la table coûte cher. La moins chère, je pense, coûte 1 000 euros, 9 900 euros, des trucs comme ça. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une fédération qui croit en nous, une fédération internationale. Donc, ils ont envoyé, comme j'ai dit, une soixantaine de tables qui nous permettra de faire en sorte que les enfants puissent pratiquer. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, c'est la meilleure formation d'ailleurs. Ensuite, il y a des contenus pédagogiques qui sont mis en place, notamment avec le Tech Ed, qui permet de prendre en charge la formation des joueurs, des arbitres, des entraîneurs et des officiels. Donc, c'est une formation complète qui est mise en place par la FITEC, qui nous permet de prendre en charge tous les besoins de formation en tant que de tous les acteurs qui tournent autour du techball. Donc ça aussi, on partage avec nos acteurs pour leur permettre d'être à jour par rapport à ce qui se fait au niveau international. Mais du coup, je reviens à cette question du genre parce que c'est important si on veut commencer à la base d'envisager ou de mettre en place également une action qui va permettre de promouvoir l'équité finalement, la question du genre encore une fois. Est-ce que à travers ce recrutement des jeunes, donc des enfants, vous faites attention à ce qu'il y ait des filles, enfin voilà, des garçons en même temps? Comment est-ce que ça se matérialise tout ça? Alors, pour les filles à bas âge, c'est très compliqué. C'est souvent très compliqué. Il faut qu'on soit honnête.
Les filles qu'on arrive à avoir, c'est souvent celles qui sont du moins vraiment dans le milieu professionnel, on va dire. Mais à bas âge, on essaie de sensibiliser, de dire que le sport aujourd'hui est devenu une économie, une industrie qui représente 2% du PIB mondial. Donc, c'est extrêmement important. Il y a énormément de bonnes là-dedans. Mais nous sommes en Afrique aussi, il y a des réalités. Et nous savons que, comme tu le sais, toi, tu as bien mieux que moi, souvent les parents sont réticents à laisser leurs enfants, surtout si ce sont des filles, à aller dans certains domaines. Donc, du coup, c'est plus facile pour nous d'avoir les garçons que les filles, en tout cas à un certain âge. Mais on essaie de sensibiliser, de parler, de les inviter à des activités périscolaires comme le reboisement, la sensibilisation aux causes citoyennes et autres, pour les appâter, en tout cas les aiguillonner par rapport à cette discipline-là qui est le tegball, qui n'est pas dangereuse, qui ne nécessite pas de contact physique, donc qui peut être pratiqué par les filles sans grand danger. Même si je ne doute pas de leur capacité aussi à braver les hommes s'il fallait. Exactement. Mais du coup, finalement, ça veut dire que les filles, on va plus les retrouver parmi les adultes, entre guillemets, parmi les ados. C'est ça. C'est D'accord. exactement ça. Ce sera à partir de 18 ans, 20 ans, quand elles seront vraiment matures et qu'elles sont dans le moule, comme on dit, qu'on va les retrouver dans le cadre des différentes équipes. Mais à bas âge, c'est très compliqué de convaincre les parents de laisser les filles venir rejoindre en tout cas l'aventure avec nous. Mais on essaie, on ne se décourage pas. Bon, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire parce qu'il faudrait qu'on laisse quand même une petite dizaine de minutes aux participants pour qu'ils puissent poser des questions s'ils le souhaitent. Mais pour finir… Déjà? Oui, c'est aller vite. Hein. Pour finir, quels seraient les conseils en fait que tu pourrais donner à toute cette jeunesse qui veulent se frayer leur voie dans ce milieu du sport durable? Alors, je ne serai pas forcément prétentieux pour donner des conseils parce que moi-même, je suis connu d'apprendre, de découvrir des choses. Mais je dirais qu'il faut avoir la passion. Il faut vraiment de la passion. Parce que c'est un milieu qui n'est pas simple. Où aujourd'hui, en termes de formation, déjà au Sénégal, en Afrique de manière générale, il y a peu d'offres qui sur le marché. Aujourd'hui, vous devez aller en Afrique du Sud si vous voulez voir une formation, en tout cas une école de formation typiquement dédiée au sport. Au Sénégal, il n'y en a pas encore. Il y a des écoles, en tout cas des instituts qui hébergent des programmes sportifs, mais il n'y a pas encore d'école dédiée exclusivement à la formation en management du sport. Donc, c'est compliqué dans des conditions pareilles d'avoir le bagage, en tout cas les compétences nécessaires pour se frayer un chemin. Donc, il faut beaucoup de passion, vraiment se donner à fond, se dire que moi, c'est ça que je veux faire. Donc, se donner les moyens d'aller chercher des formations, de voir sur le net tout ce qu'on peut rechercher comme compétences, comme information et comme formation. Et aussi, comme j'ai dit, de ne pas négliger le bénévolat. C'est extrêmement important et enrichissant parce que ça vous permet de côtoyer des gens qui s'y connaissent et donc de partager leur expérience et de pouvoir donc grandir à leur côté. Et c'est ça qui permettra demain de pouvoir aussi vous-même porter un projet et être autonome dans le cadre de vos compétences et de vos projets. Donc la passion et l'engagement. Exactement. Et peut-être que pour finir, tu vas avoir des idées d'organisation vers lesquelles les orienter pour que déjà ils puissent être dans cette logique, enfin, dans cette dynamique de bénévolat s'ils le souhaitent. Peut-être que tu as des idées peut-être. Naturellement, je vais citer, bon, Duniatic n'est pas dans le sport, mais je vais citer Duniatic parce que pour moi, c'est du bénévolat et c'est dans le développement. Et quand on parle de développement durable, comme je dis, ça dépasse le cadre du sport. Le sport est un vecteur qui doit être utilisé pour aller vers le développement durable. Et donc, nous, l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que les personnes soient autonomes et puissent trouver leur voie. Pas à faire des formations, aller dans des structures comme les ASC, si vous êtes au Sénégal et que vous êtes pas membre d'ASC, commencez par vos associations sportives et culturelles. N'hésitez pas à rejoindre des structures comme les Guédiawaye Je m'engage qui font un travail excellent dans le cadre de différents domaines comme le sport, la santé, l'éducation, l'environnement et autres. Des structures telles que ces organisations-là permettent
en tout cas, de côtoyer des personnes de différents milieux. C'est ça qui vous permet d'avoir une vision beaucoup plus large du sport et de pouvoir donc vous insérer facilement dans différents projets parce qu'il y a énormément comment dire encore, d'aspects du management sportif qui sont traités et qui permettent en fait de pouvoir se développer à travers ces genres de structures-là. Intéressant. On a des questions. Alors, il y a Neifa Toufaï qui a posé une question. Alors, quelle formation existe déjà? Où peut-on se former et comment? Voilà. Comme j'ai dit, au Sénégal, c'est compliqué d'avoir une formation purement, ce qu'on appelle la formation école pure player. Il n'y en a pas au Sénégal. Mais vous avez l'INSEPS qui est affilié à l'UCAD, où il y a le programme FIFA CIS. J'ai vu Moussa Sow qui est ici, je pense qu'il est sorti de là-bas. Il y a l'Institut Edge de Boubacar Sakho, je pense, le professeur Sakho, qui est aussi au Sénégal, qui est en train de donner un programme. Il y a l'ISM qui a ouvert, je pense, l'année dernière, un management aussi, un MBA en management du sport. Donc, ça commence à bouger un peu au Sénégal. En Afrique, si vous sortez un peu, vous avez au Maroc, vous avez la SMS Sport Management School qui a ouvert une école à Rabat et au Caire. Vous avez le Rwanda aussi, vous avez en Afrique du Sud aussi qui sont déjà en avance par rapport aux autres pays africains. Mais au Sénégal, c'est l'INSEP, c'est l'Institut Edge et c'est l'ISM pour l'instant que je connais. Sinon, à d'autres niveaux beaucoup plus bas, vous avez des écoles qui font des formations, mais vraiment à un niveau très bas. D'accord. Alors, il y a Moussa Sow qui dit, alors aujourd'hui, on note de plus en plus d'anciens sportifs occuper des postes de direction. Quel parcours pour les jeunes n'ayant pas été des professionnels et qui souhaitent évoluer dans ce domaine? Alors, pertinente question. Moi, par exemple, je n'ai jamais été sportif professionnel parce que j'ai joué certes 10 ans, mais c'était dans le championnat populaire. Donc, ce n'était pas au niveau professionnel. Aujourd'hui, pourtant, je suis un manager sportif confirmé qui monnaie mon talent par rapport à ça. Il faut se former, Moussa. Il faut se former. Il faut pas hésiter à investir son temps, comme j'ai dit, dans le bénévolat. Il ne faut pas hésiter à être accompagné, à côtoyer des personnes qui sont dans le milieu, qui s'y connaissent et qui vous aideront à vous forger, à développer votre propre chemin. Et il ne faut pas hésiter, encore une fois, si vous avez l'opportunité d'investir dans une formation, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, de le faire parce qu'il y a énormément d'opportunités à ce niveau-là. Et si vous ne faites pas l'investissement humain, matériel et financier qu'il faut, effectivement, c'est compliqué de pouvoir se frayer un chemin là-dedans, même si vous êtes un sportif de haut niveau. Parce que même les sportifs de haut niveau, derrière, quand ils veulent être dans le management, ils vont se former. Ils se forment soit en même temps qu'ils jouent, ou bien après leur carrière, mais ils se forment d'abord avant de devenir des managers. Ils ne se lèvent pas un beau jour et ils deviennent des managers. Donc, c'est important de se former et de côtoyer les gens du milieu. D'accord. Finalement, il faut donner pour recevoir. C'est ça, exactement. Alors, on a une question de Kakodiar qui dit « Que pensez-vous du centre de foot Djambar ?» Djambar fait partie des centres que j'ai évoqués tantôt avec Dakar Sacré-Cœur, avec Génération Foot et le centre Aspire. Donc, ce sont des centres qui font un excellent boulot aujourd'hui au Sénégal. Parce que c'est des centres qui permettent aux enfants de pouvoir à la fois jouer et étudier. Donc, c'est des centres sport-études généralement. Djambar est dans ce lot-là. Le président Saher Seck et son équipe font un excellent travail à ce niveau. Aujourd'hui, nous avons des fiertés comme Idrissa Gana Gueye, comme Pape Ndiaye Souaré et d'autres qui sont issus de ce centre-là, qui sont une fierté pour le Sénégal. Donc, nous pouvons qu'en être fiers, mais nous devons, comme nous avons dit, il faut que le travail soit qu'on soit suffisant. Il faut qu'on continue d'améliorer le contenu du travail qui est fait, mais il faut aussi qu'on puisse le multiplier le plus largement possible dans d'autres secteurs, dans d'autres régions du Sénégal, et pour qu'on puisse en tout cas avoir d'autres Gana Gueye et d'autres Pape Soirée et autres, pour ne citer que cela. Donc, Djambar, c'est vraiment des félicitations à leur endroit, mais aussi de les exhorter aussi à développer davantage le contenu et à le dupliquer dans d'autres localités.
Alors, on a plus de questions pour le moment. Moi, j'ai une dernière question sur comment est-ce que quelle analyse tu fais du sport et du développement durable en Afrique, notamment au Sénégal? Désolé, Aïcha, il y a une coupure au début. Je n'ai pas bien entendu. Je demandais quelle analyse toi tu fais du sport et du développement durable en Afrique de façon plus générale et au Sénégal en particulier. Alors, comme je dis, il y a des choses qui sont faites de manière timide à différents niveaux, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays. J'ai cité tantôt le Rwanda, qui est en train de faire d'excellentes choses. On peut citer la Mauritanie aussi, qui est en train de devenir une nation sportive, malgré des conditions difficiles. Il y a des choses intéressantes qui sont faites un peu partout. Mais le problème, c'est que nous avons tendance en Afrique à nous focaliser plus sur les équipes nationales, donc le sport de haut niveau, plutôt que sur le sport qui implique les masses et qui génère plus d'égalité sociale et de justice économique. Donc, il faut qu'on investisse là-dedans. Et ça, il y a encore du boulot à faire. Aujourd'hui, je vois que la NBA est en train d'initier la Basket African League en Afrique. Et pour moi, c'est des initiatives comme ça qui vont directement vers les jeunes, qui les forment en les éduquant en même temps, qu'il faut qu'on multiplie. Il ne faut pas qu'on attende que les autres viennent le faire pour nous, mais il faut que nous, au niveau de nos pays, de nos États, qu'on ait une certaine vision politique qui permet de prendre en compte le sport comme un vecteur de développement et non pas comme un simple divertissement qui permet de rassembler les gens en une soirée et après derrière c'est fini. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se mettent en place timidement certes, mais il y a énormément de choses qu'il faut qu'on fasse, autant au niveau étatique, mais aussi au niveau des privés qui ont les moyens, mais qui ne savent pas forcément par quel bout prendre la chose pour pouvoir créer des emplois et aussi développer des filières sportives assez intéressantes. Exactement. Et finalement, on se rend compte déjà à travers les questions qui sont tombées qu'il y a énormément de gens qui ont envie d'aller vers cette voie, mais ils ne savent pas par où commencer ni à qui s'adresser. Donc finalement, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau par la création, par exemple, d'écoles de sport pour éviter que les gens quittent l'Afrique pour aller en Europe pour pouvoir se former uniquement sur le sport, par exemple. Effectivement. Aujourd'hui, encore une fois, le sport n'est plus un simple divertissement, c'est une économie à part. Je dis tantôt que c'est 2% du PIB mondial. 2% du PIB mondial. C'est non négligeable. Donc, le sport est utilisé pour régler des guerres. Le sport a énormément de vertus qu'on ne peut plus négliger, reléguer au second plan. Il faut que nos gouvernants comprennent cela et essayer de faire en sorte que dans le cadre de leur programme, qu'ils intègrent cette dimension-là. Les privés aussi, les écoles privées, aujourd'hui, effectivement, comme je dis, il y a des écoles privées qui essaient d'intégrer des programmes petit à petit, mais à terme, je pense qu'il faut qu'on arrive à ouvrir des écoles de formation exclusivement dédiées au sport pour montrer aux gens que c'est une filière totalement à part où il y a énormément de possibilités, différentes offres de formation qui peuvent être données à différents niveaux d'emploi et de métiers qui peuvent être donc en tout cas sortis de ces formations-là et permettre donc à tous ces jeunes-là qui ont envie d'évoluer dans le milieu de pouvoir choisir quelle est la filière, le métier qui les intéresse et donc de se former à ce niveau-là. C'est extrêmement important. Sinon, ça va être compliqué d'avoir les compétences pour gérer tous les enjeux et toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Et finalement, je pense aussi qu'il y a un soutien de la part de l'État pour que toutes ces initiatives et ces actions puissent se mettre en place, en fait. Effectivement, ce que je dis, il faut une volonté politique nette, manifeste, qui ne soit pas adossée à une gestion ponctuelle des choses, c'est-à-dire l'équipe nationale joue, donc on mobilise des moyens, on fait tout ce qu'on veut pour que l'équipe nationale remporte la coupe. On échoue, après on revient, on attend que l'équipe nationale joue encore pour pouvoir donner. Des fois, tu vois des équipes nationales même qui doivent aller voyager, qui n'ont pas les moyens d'acheter le billet d'avion. Vous imaginez un pays qui se respecte, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que l'État mette en place des dispositifs d'accompagnement des structures sportives, que ce soit des facilités fiscales pour les entreprises, par exemple, qui décident d'investir dans le sport, de les donner des facilités fiscales pour les inciter à investir dans le sport, mais aussi